16h, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, comédien, humoriste. Vous avez pu l'entendre le matin sur cette fréquence ou encore sur Rire et Chanson. À l'affiche de la pièce Le Poulet aux olives de Judith Elmaleh, Nicolas Nebaud jusqu'au 11 janvier, c'est-à-dire qui s'arrête très bientôt. Palais des Glaces, Vincent Serroussi nous présente aujourd'hui son spectacle intitulé Bien élevé, tous les lundis à 19h au Théâtre du Point Virgule. C'est à Paris mais aussi en tournée. On va en parler longuement dans cette émission. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Vincent Serroussi. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. À ne pas confondre avec Vincent Serrouti pour S'il faire vous la plaît. blague des réseaux. Absolument, ouais, j'ai posté une vidéo là-dessus parce que j'ai des amis qui m'ont dit Vincent Serrouti, on pensait que c'était toi, on l'a vu passer dans des articles de journaux. Il se trouve qu'il a été accusé d'agression sexuelle, donc c'est pas le C'est pas le même. C'est pas le même. Merci beaucoup d'être mon invité Vincent. Je vais tout dire Merci aux à vous. auditeurs parce que je vous l'ai dit en off, j'aurais adoré vous avoir sur cette antenne avec nous en chroniqueur, mais on m'a volé. Ouais, il fallait faire des choix et puis il y avait déjà une radio juive, une autre radio juive, je voulais pas trop cumuler, mais peut-être un jour, on sait jamais. Peut-être un jour, ce sera avec grand bonheur. On va vous découvrir dans un instant avec votre actualité, mais tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, parce que vous connaissez un petit peu l'ADN de cette émission qui Tout à n'a fait. pas changé. On démarre donc par le début, toujours le début. Vincent Serroussi, vous êtes né un 28 septembre dans les années 90 à Paris. Vous êtes juif séfarade d'Égypte du côté de votre père et du Maroc et de Tunisie du côté de votre mère. J'ai très bien renseigné. Vous avez grandi avec vos parents et vos deux sœurs, Livia et Élise, dans le 12e puis le 16e arrondissement de Paris. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'ai eu une enfance assez heureuse, mais étant très rêveur et très mauvais à l'école, c'était parfois un peu compliqué les relations à la maison parce que j'avais pas de très bonnes notes et ma mère devait s'occuper de trois gosses en même temps. Donc c'était parfois un peu houleux, mais j'ai eu une enfance heureuse, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'ouverture de mes parents qui ont très vite accepté le fait que je veuille faire ce métier. Et une enfance très républicaine aussi, je dirais. C'est-à-dire ? C'est que mes parents étaient très attachés à l'idée d'assimilation, d'intégration. Donc j'ai grandi dans une famille juive, mais assez patriote en même temps. Ça vous fait un point commun avec Denis Oliven, si vous voyez, qui est ce grand patron d'entreprise et de médias que nous avons reçu il y a quelques semaines maintenant. Et c'est vrai que c'est exactement la même façon dont il parlait de son judaïsme et d'un autre côté de cet attachement familial à la France. Ça fait de vous, du coup, quel genre de petit garçon ? Un petit garçon, quand même assez rêveur, complètement même dans la lune. À l'école, en primaire, j'étais assez mauvais, je travaillais pas beaucoup. J'ai très vite voulu être comédien. Du coup, je voyais des enfants faire des films à la télé ou au cinéma. Et du coup, je demandais à mes parents de m'inscrire à des castings. Et ils me disaient, tu feras ça plus tard. D'abord, il faut que tu travailles à l'école. Du coup, je rêvais de faire du cinéma. Et du coup, j'étais assez turbulent à l'école. J'aimais bien faire rire mes potes. On sent que l'amour du jeu et de la comédie, mais aussi du théâtre, a résonné en vous depuis très tôt. Mais comment c'est arrivé ? C'est arrivé sans doute grâce à ma mère parce que elle voyait, soit elle l'a vu, soit c'est d'elle-même, je pense qu'elle aurait aimé être comédienne. Et très tôt, elle m'a montré les films de Chaplin, de Louis de Funès, les spectacles de Gad Elmaleh, etc. Et j'ai accroché immédiatement. Et du coup, très tôt, je me suis dit, il y a des gens qui font ça, je veux faire ça. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, votre maman ? Elle s'occupait de vous, de ses enfants, j'imagine, quand on en a trois. Ouais, elle s'en est occupée, mais avant, elle a fait plusieurs petits boulots. Je crois qu'elle était dans la vente, après, elle vendait des pages de publicité. Elle a fait des trucs à droite à gauche. Elle prenait des cours de théâtre aussi, jusqu'à ce qu'elle rencontre mon père. Après, elle s'est occupée de nous et elle aidait un petit peu mon père dans son travail. Voilà, mais une Donc, mère juive au foyer du 16e. Quoi. Donc il y avait quand même le théâtre en toile de fond, comme vous venez de le dire, on l'entend bien. À 13 ans, il y a un point de rupture. Vous l'évoquez beaucoup dans votre spectacle. On sent que c'est important pour vous. C'est peut-être par là que cela commence et que cela termine sans vouloir tout dévoiler. Vous n'êtes pas le seul à avoir vécu cette situation-là. Vous la vivez, on a la sensation que vous l'avez très bien vécue dans le sens où vous êtes très bien construit. Vincent Serroussi, est-ce que vous voulez peut-être nous en dire un petit mot ? Oui, du coup, comme beaucoup d'enfants, comme des enfants, j'ai perdu ma mère du coup quand j'avais 13 ans. Et c'était très difficile parce que c'est quelque chose qu'on prévoit pas du tout.
vous avez votre famille. En plus, moi, j'avais la chance, les parents de mes potes étaient divorcés et tout. Mes parents, ils s'aimaient, je les voyais s'embrasser. On est une famille solide et tout. Mais il se trouve que voilà, ma mère est décédée et à partir de là, c'est pas prévu, il faut se construire. Et mon père a été exceptionnel. Mon père est devenu une mère juive, en fait, littéralement. C'est-à-dire qu'il a pris le rôle de mère, quoi. Il est devenu plus tendre, plus attendrissant. Il s'occupait encore plus de nous. Il nous faisait à manger, ce qui était assez compliqué, ça, pour le coup. C'était immangeable. Mais voilà, je me suis construit avec mes deux sœurs, mon père. On est devenu une espèce de petit cocon. Et on s'est dit, on va traverser cette épreuve ensemble, en se remémorant les bons souvenirs de ma mère. Et ça m'a donné aussi une autre envie, c'est-à-dire comme je sais que ma mère voulait être comédien et que j'avais envie aussi de la rendre fière, je me suis dit, je vais faire ça aussi pour elle, quoi. Voilà. C'est très joli la façon dont vous nous en parlez et on sent qu'avec le temps, vous avez gardé ce noyau dur, ce cocon familial. Vous en parlez sur scène. Vous dites d'ailleurs, ce qui est important pour moi, malgré tout, les années, c'est de garder ce cercle familial très fort au moment des fêtes juives, par exemple, ou des fêtes de fin d'année. Absolument, bien sûr. Mais pour moi, la famille, c'est le cocon. En fait, en grandissant, j'ai 29 ans maintenant, on se rend compte que, surtout quand on grandit dans le 16e, pas le monde des bisounours, mais il y a un truc un peu plus facile que les autres, c'est vrai. J'étais dans des bons lycées, j'ai pas trop eu de difficultés financières, puis à un moment donné, on arrive dans le vrai monde et on se rend compte qu'il y a des gens parfois qui te veulent du mal ou qui sont pas forcément très sympas avec toi. En tout cas, on se rend compte que quand on a envie de monter haut, on va être assez seul. Et la famille, c'est le dernier cocon qui nous reste quand on n'est pas bien, quand on a besoin d'aide, quand on a besoin d'un peu de chaleur, quoi. Et ma famille, on a ce truc-là, quoi. Ça, on va l'évoquer dans un instant parce que ce qu'on entend, c'est que vous vous êtes senti très protégé, mais finalement, il y a un regard aujourd'hui sur la société que vous avez qui est ce regard un peu naïf et ce regard un petit peu, je dirais, moi que je sentais avant même de regarder votre spectacle en vous ayant observé tout du long sur les réseaux, ce côté un petit peu plus vieux dans un corps de jeune. Ah ouais, complètement, bien sûr. Est-ce que vous diriez ça parce que vous avez des vraies valeurs d'avant, peut-être vrai. Plus de nos grands-parents Absolument. que de nos parents? Mais je suis un grand-père. Moi, d'ailleurs, j'aurais adoré vivre dans les années 50, 60, le syndrome de l'âge d'or. Moi, j'ai un peu ça. Et ouais, en fait, j'ai grandi comme j'ai grandi avec des vieux films, avec des vieilles valeurs un peu comme vous dites, ou des valeurs un peu passées, dans un arrondissement de Paris où il y a beaucoup de vieux, c'est-à-dire le 16e où il y a 3 déambulateurs au mètre carré. Forcément, ouais, on grandit dans un espèce de petit cocon. Moi, quand je suis arrivé à République pour aller dans les comédie clubs, c'était pas on parlait pas de les valeurs républicaines, machin, c'était pas trop ce truc-là, quoi. Du coup, je me suis un peu construit finalement avec ces deux identités-là, quoi. C'est ça, j'entends moi que vous avez des valeurs de quelqu'un qui a au moins 10 ans de plus que vous. Vous êtes plus dans ma tranche d'âge que dans la vingtaine, mais on va y venir lentement. Traitez-moi de vieux serial. Mais sûrement. Non, pas du tout, je me sens pas vieille. Après, tout de même, un bac à Janson-de-Sailly, vous allez devenir élève à Sciences Po à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire que vous avez le rêve de devenir comédien, mais les études, vous allez quand même les faire, certainement pour faire plaisir à votre père. Il y avait un peu de ça pour le rassurer, ouais. Vous allez y rester pendant 5 ans. Vous choisissez ces études-là, mais à ce stade, vous gardez quand même ce rêve, cette ligne comme ça qui est « je serai comédien ». Absolument. En fait, très tôt, j'ai découvert la politique quand j'étais jeune et il y a eu un espèce de moment de bascule où je me suis dit, est-ce que tu veux devenir comédien ou président de la République? Il y avait quand même, voilà, je ne cache pas. Et à un moment donné, je me suis dit, non, en vrai, quand tu montes sur scène, t'aimes quand même plus faire rire les gens ou faire le clown que de faire des grands discours politiques. Et surtout, tu peux faire passer des idées grâce à l'humour plus qu'à la politique. Donc, je me suis dit, fais Sciences Po parce que c'est vrai que ça rassurait mes parents. Parce que aussi j'ai adoré l'histoire, la politique, et parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais avoir un diplôme, parce que j'étais nul à l'école quand j'étais petit. Donc il y avait un côté un peu, voilà, tu passes ce cap, t'as ton diplôme, ça veut dire que t'es pas con aux yeux de la société, etc. Ça rassure tes parents, maintenant tu peux faire vraiment ce que tu veux. Sur scène, je crois que vous le dites quelque part, c'est pas totalement antinomique quand on regarde le président que nous avons aujourd'hui, qui est quand même un comédien dans le sens où passionné par la littérature et qui a longuement fait des discours tout à fait philosophiques. Et des cours de théâtre avec Brigitte et aussi. Poète et des cours de théâtre. L'amour de la scène, on l'entend bien, vous inonde depuis petit jusqu'à maintenant. Vous avez donc tout mis en place pour devenir comédien professionnel. Comment vous vous y êtes pris ? Et comment je m'y suis pris, c'était un peu, pas forcément aléatoire, mais disons que j'ai fini Sciences Po. Moi, dans ma tête, c'était, t'as ton diplôme, et après, tu te lances. Et j'ai eu mon diplôme et je me suis dit, maintenant, il faut se lancer. Et du coup, j'ai essayé de regarder les parcours des autres et j'ai commencé dans des petits bars, voilà, où il y avait 3-4 personnes. J'ai envoyé des messages sur Instagram ou sur Facebook à des petits comédie clubs et tout, qui nous font jouer dans des open mic, des scènes ouvertes. Et tu commences comme ça, quoi. Tu connais personne, t'es pas marrant, t'es gênant même, voilà. Et t'essayes de faire marrer, tu rencontres des gens qui sont dans le même cas que toi, ils vont sur d'autres plateaux d'humour, tu les suis. J'ai monté aussi un plateau moi-même pour avoir du temps de jeu. Puis après, on essaie de s'attaquer aux gros
comédie club pour essayer de se faire voir. C'était au Joke, c'était où exactement votre comédie club? Non, je me c'était souviens, dans un Chaplin. bar. Oui, The Chaplin Comedy, exactement. Voilà. C'est un bar qui s'appelle le Chat Noir. En fait, quand j'ai commencé la scène, j'ai fait pas mal de plateaux en anglais parce qu'il y avait plus de place pour les humoristes, parce qu'il y en a moins des humoristes anglophones à Paris. Et c'était des plateaux en anglais dans ce petit bar qui s'appelait le Chat Noir, rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e. Et j'avais été voir le gérant, j'avais dit, je peux monter un plateau tous les jeudis? Il me dit, vas-y. Et j'invitais comme ça des copains humoristes, ça me permettait de jouer, de rencontrer des gens. Il faut dire aussi que tout au long de votre scolarité, avant même de démarrer tous ces petits plateaux, vous avez suivi des cours de théâtre, d'abord dans des petits ateliers parisiens, ensuite au cours Florent, puis aux États-Unis où vous avez passé 1 an et demi, principalement en tant qu'étudiant grâce à Sciences Po. Mais encore une fois, c'est une révélation et j'ai envie de faire un petit clin d'œil à une invitée que nous avons reçue qui s'appelle Marlène Schaff, qui est la coach vocale de la Star Academy, qui elle aussi a eu ce parcours-là et qui disait là-bas, on peut rêver grand, c'est ok, c'est très différent de ce que nous, on ressent en France, on n'a pas la même éducation. Absolument. J'aimerais vous l'expliquer. C'est vraiment ça. Moi d'ailleurs, je l'ai vécu parce que quand j'étais aux États-Unis, par exemple, j'ai vu que donc, dans mon université, il y avait un club de théâtre et je me suis dit, chouette, j'ai envie de le faire, quoi. Et il faisait passer des auditions pour une comédie musicale. Et moi, franchement, le texte, je comprenais pas grand-chose. J'avais encore un accent un peu français, machin. Et eux étaient hyper ouverts là-dessus. Il disait mais c'est génial, t'as un accent français, ça change, c'est cool, c'est pas grave, on va t'aider si tu comprends pas. En tout cas, il y avait une espèce de vraie ouverture, tandis qu'en France, il y aurait peut-être plus eu ce truc de ah mais il parle pas très bien français, ah mais il a un accent, ça va faire bizarre. C'est sûr qu'ils ont ce truc dans leur ADN qui est, ils sont tous arrivés, la plupart avec pas grand chose dans ce pays et ils se sont construits. Donc je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN de cette nation et ce qui fait que on peut rêver grand. Moi, tous les ans, je vais à New York jouer dans des comedy clubs. J'ai déjà été une fois, le mec me connaît pas, il sait même pas si je parle anglais, je suis français. Il me dit vas-y, viens jouer, viens faire 10 minutes, on va voir ce que tu vaux. Génial. C'est un truc de fou. En France, c'est non, mais lui on le connaît pas, est-ce qu'il est marrant, machin, ça n'a rien à voir. Après, il y a beaucoup plus de compétition là-bas, donc pour le coup, c'est dur aussi. Quand je vous entends, je vois cette série américaine Maisel, Mrs. Maisel, que je trouve formidable. Voilà, on a ces images-là quand on connaît pas les États-Unis. Vous avez marché à Broadway avec une comédie musicale Into the Woods qui avait très bien marché à Broadway. C'est celle-ci dont vous venez de nous parler. Exactement. À quel moment vous considérez que c'est votre première fois sur les planches et est-ce que vous vous en souvenez? La première fois en stand-up ou en théâtre ou en... Ce que vous estimez être la première fois, peu importe, ça reste la scène. La première fois, j'ai un souvenir, quand j'étais en CE2, j'étais dans un atelier de théâtre qui s'appelait Le Point du Jour dans le 16e et on avait fait une petite représentation. Mais en termes purement de stand-up, pour le coup, c'était en 2017. J'étais aux États-Unis et je rentrais, il y avait un break d'1 mois, les vacances d'hiver, quoi. Et je rentre en France et j'ai un peu rien à faire. Et je savais déjà que je voulais faire du stand-up et je me dis, vas-y, tente une fois, quoi. C'était en 2017, janvier 2017. J'envoie un message au Panama Art Café. Ils avaient une scène ouverte qui s'appelle le Labo du Rire, qui existe toujours. Et j'écris mes premières fois 5 minutes. Et j'y vais comme ça et j'ai joué devant 4 personnes et c'était nul mais c'était pas trop cata, mais c'est mon premier vrai souvenir, c'est la première fois que j'ai fait du stand-up en fait. Après j'en ai pas fait pendant 4 ans, mais premier souvenir c'était ça, au Paname. Vous en avez pas fait pendant 4 ans parce que vous avez eu la malchance que le Covid arrive, mais ça ne vous a absolument pas décontenancé. Non, pas du tout. Je me suis dit, de toute façon, tu sais que tu veux faire ça. Et maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc j'ai commencé à faire des petites vidéos, quoi, un peu comme tout le monde. On s'est dit, allez, on va essayer de faire quelque chose en attendant. Et puis j'écrivais des trucs. Je me disais, t'attends le déconfinement. Quand le déconfinement arrivera, tu pourras essayer de jouer tes textes, quoi, voilà. Quand vous décidez de faire du stand-up, essentiellement, vous vous dites que c'est pour dire ce que vous avez envie de raconter. Et est-ce que vous vous dites aussi que c'est parce que, quelque part, la scène rend beau, comme la guitare rend beau aussi? Et bien sûr, mais évidemment, Cyrielle, évidemment. Mais tous les humoristes, on a ce truc de... Je pense que tous les humoristes, on a un point commun. C'est pour pécho. Ouais, alors, en tout cas, quand on était petit, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de chance avec les filles, qu'on n'était pas forcément les plus beaux et qu'on avait envie de se montrer et de pécho, oui. Et c'est vrai que quand tu fais de la scène, oui, la scène rend un peu beau, je pense. En tout cas, ça embellit parce que il y a un charisme, il y a un charme, il y a des blagues, il y a quelque chose qui fait que je pense que les gens aiment ça parce qu'ils se disent, moi, je serais pas capable de le faire. Donc, il y a quelque chose, je pense, un embellissement de l'âme, quelque chose comme ça. Un embellissement de l'âme, voilà. C'est joliment dit. Vous allez vivre sur scène des moments épiques depuis toutes ces années et j'en ai repéré un et j'aimerais qu'on le diffuse. Qui n'a pas envie d'être aimé? Moi. Oui, mais vous avez 75 ans, madame, donc forcément, oui. Mais vous n'avez plus besoin de... Oui, c'est fini. Mais tu me touches, je pique, hein. Moi j'y vais. Vous avez 75 ans? Mais on entend le je t'emmerde, on va le dire très franchement. Bien. Moi j'ai bien entendu. Mais je me permets, j'ai la sensation que c'est la voix de Gladys Cohen.
C'est vrai ou pas? C'est totalement la voix de Gladys C'est Cohen. pas vrai. Absolument. Et Ouais. je ne le savais pas, je le promets. Vous ne le saviez pas, ouais. Non. En fait, avec la troupe du Poulet aux Olives, donc Gladys Cohen, Mouna Fetou et Jean-Marc Couder, ils sont venus me voir en spectacle. Gladys Cohen était assise au premier rang et je pense qu'elle avait envie de jouer un peu avec moi. Et je commence mon spectacle très tôt et je parle du fait que voilà, parfois la scène embellit un peu la personne qui joue. Et du coup, je dis qui n'a pas envie d'être aimé. Et là, j'entends moi et je vois que c'est Gladys et je dis d'accord, je pense qu'elle a envie de parler. Et du coup, on commence à discuter et très vite, je t'emmerde. Enfin, c'est parti un peu en. Je l'adore. En cacahuète. Voilà, je vous le dis, je l'adore et sa voix, c'est pour dire que sa voix est quand même unique parce bien qu'on sûr. a réussi à la reconnaître sans même la voir. Évidemment. On va parler d'elle dans un instant parce qu'on va évoquer le poulet aux olives, même si ça s'arrête là, maintenant. On peut quand même réserver pour ce week-end, Ouais, j'imagine, absolument. ou encore Et voilà, même jusqu'au jeudi, 11. même demain. Et ben voilà, demain. Vous l'avez dit, vous allez poster régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux et vous imitez sacrément bien Emmanuel Macron ou encore Donald Trump. Je vais pas vous demander comment ils vont. Vous pouvez, vous inquiétez pas, c'est Comment mon métier. vont-ils? Lequel? Celui que vous voulez. Écoutez, ils vont très bien. Enfin, Emmanuel, c'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'il prépare plusieurs guerres. Entre le Groenland, la guerre en Ukraine, l'agression au Venezuela, il y a beaucoup de travail. Donc, nous sommes à la tâche pour tous les Français. Voilà. Et Donald Trump? Well, we just invited Venezuela, and it's been a great operation. It's been so cool. We got a lot of gas, a lot of oil, and we're gonna make this country great again, like America. Just grande, mass grande. Pardon. On sent que les États-Unis, ça vous a aidé. Ah, mais grave, On va j'adore quand ce même se faire le plaisir d'écouter un medley. Le président Trump a kidnappé le président vénézuélien Nicolas Maduro dans la nuit. Imagine, tu te réveilles, il n'y a plus de président chez toi. Là, tous les Français ils sont là, oh, ça nous dérangerait pas du tout. Non. Alors j'ai suivi un peu la conférence de presse de Donald Trump. Il a dit oui, on veut débarrasser donc le Venezuela de ce dictateur Maduro. Et après il a ajouté, d'ailleurs on a fait exploser la maison de Maduro. Ça a créé un cratère et on s'est aperçu qu'il y avait du pétrole, voilà, sous sa maison. Et après on a creusé un peu, il y a du pétrole dans tout le pays apparemment. Mais vraiment on ne savait pas avant l'opération. Voilà. Trump l'a dit, I swear we didn't know, I swear on Emmanuel Macron, we didn't know. Bonjour, vous êtes une fan de Nicolas Sarkozy? Ah oui, je viens soutenir Nicolas. Vraiment, je soutiens. D'ailleurs, par solidarité avec lui, je me suis mis un bracelet Mauboussin à la cheville retirable, comme son bracelet à lui. Et alors, le bouquin vous plaît? Ah bah pour moi, il fait partie des plus grands, que ce soit Fulbert et bien d'autres encore. Alors, vous êtes un grand fan de Nicolas Sarkozy? Évidemment, comment ne pas l'être? Il a fait tellement de choses pour la France. Ah oui, comme quoi par exemple? J'ai remarqué un truc en France, on adore manifester pour ce qui se passe dans d'autres pays. Tu sais, parfois, moi, je vois des manifs, guerre en Ukraine, Gaza, les droits de l'homme en Corée. Moi, je me pose la question, est-ce que ces pays pour lesquels on manifestent pour nous aussi? Est-ce que t'as des manifs dans les rues de Moscou avec des Russes qui crient Drek Macron, Vrek droit du travail, Brigitte, grosse couille. J'ai osé mettre ça sur Bravo, l'antenne vous de avez du Radio courage, J. On sent sur les réseaux sociaux que votre truc, c'est la politique. Sur scène, c'est beaucoup plus personnel, Absolument. comme on va l'évoquer dans un instant. Pourquoi vous faites ce choix? Disons que la politique, en tout cas l'actualité, j'aime beaucoup ça et j'aime en parler. Mais c'est vrai que c'était aussi un moyen de cacher peut-être certaines choses ou disons, on peut faire rire grâce à l'actualité sans parler forcément de ses failles, etc. Et mine de rien, moi, ce qui m'intéresse chez les humoristes que j'apprécie, c'est quand ils parlent d'eux ou quand ils parlent de certaines choses un peu inavouables. Et je me suis dit, bon, c'est cool l'actu, mais mets ça un peu de côté, essaye quand même de parler de toi, de développer un peu qui t'es, d'où tu viens, ce que tu penses. Je pense que c'est plus ça qui va retenir l'attention des gens. C'est vrai que parfois, moi, quand je sors d'un spectacle, au-delà des rires que j'ai pu avoir, c'est le côté, j'ai appris des trucs sur lui, ça m'a intéressé, ça m'a touché. Donc c'est ce que j'essaie de faire à mon niveau. Dans ce spectacle qu'on va évoquer dans un instant, je vous avoue, je ne sais pas pourquoi, vous me direz, vous vous trompez totalement Cyrielle, ou je suis d'accord avec vous, que je vous prédis un avenir un peu à la Christophe Alévèque, qui pour le coup a eu un spectacle formidable. Je me permets quand même de resituer ce spectacle qui est sur François Mitterrand. C'était un spectacle incroyable. Vous pensez vraiment que j'ai 80 ans en politique. fait? Non, pas du tout. Sur le ton Sur comme le ton, ça, un peu politique. Mais bon, vous pouvez me dire non, ce n'est pas ce que je mais désire Christophe faire. Alévèque, je prends, c'est un très bon comédien, Christophe Alévèque. Formidable comédien avec un très bon spectacle. On a pu vous voir à la télévision en tant qu'humoriste dans l'émission Génération Paname tournée à la Cigale. C'était sur la 2, Paname Comedy Club sur la 4 et dans Comédie Classe avec Eric et Ramzy sur Amazon Prime. Oui, j'ai pas fait long feu, mais oui, j'y suis quand même. Vous y étiez, un petit moment, on vous a aperçu. Est-ce qu'il y a une envie spéciale, peut-être à la télévision ou peut-être au cinéma, dont vous rêveriez, un rôle rêvé ou en tout cas quelque chose que vous aimeriez faire comme ça? Moi, j'aimerais beaucoup faire du cinéma. Ça m'a toujours attiré parce que Chaplin, De Funès, Jim Carrey et autres qui m'ont toujours fasciné. Donc des comédies pour le coup.
Et à la télévision, non, le rêve, ce serait d'avoir son spectacle capté, qui sort sur une chaîne, ou de faire des émissions. Moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup Les Enfants de la télé, des émissions comme ça, où on n'est pas couché, ça n'existe plus maintenant. Quelle émission? C'est complètement. Et quand j'étais petit, le rêve, c'était un peu, un jour, je passerai dans On n'est pas couché, un jour, je passerai dans Les Enfants de la télé. Donc, j'espère qu'un jour, ça m'arrivera. Mais déjà, vous me faites l'honneur de m'inviter. Pour moi, c'est un petit rêve de gosse qui se réalise quand même. Hein. Moi, je vous verrais très bien à la place de Paul Mirabel dans Quelle époque. Wow. C'est aussi une possibilité. Je vous verrais très bien parce que pour le coup, vous êtes pointu et j'imagine que vos études à Sciences Po vous ont aussi beaucoup aidé. Ouais, bien sûr. Si je dois être honnête avec vous, j'ai rien foutu pendant 5 ans, mais ça m'a aidé dans la mesure où on parlait tout le temps de politique, ou quand il y avait des partiels, même si je bossais pas beaucoup, il fallait quand même réviser un minimum. Donc ça m'a aidé en tout cas à structurer mon esprit. Ça, c'était important. On a parlé de télé, à la radio, on a pu vous entendre sur RCJ, RMC dans l'émission Estelle Midi avec Estelle Denis, ou encore sur Rire et Chanson dans le Morning du Rire avec Bruno Robles. Est-ce que vous aimeriez aussi revenir en radio? Je sais que votre planning est full, donc vous allez me dire j'ai pas le temps, mais potentiellement. Écoutez, franchement, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? En fait, tant que je peux m'exprimer et dire des trucs que j'aime bien et faire des blagues qui font rire les gens, peu importe le support, je suis toujours ouvert. Tant qu'il y a un peu de liberté, parce que je sais que parfois certaines radios, tu peux pas trop dire ça, ce que je comprends, hein. Mais avec un minimum de liberté, ouais, pourquoi pas? C'est lancé. Depuis, vous jouez votre spectacle Bien élevé, c'est tous les lundis à 19h au Théâtre du Point Virgule, à Paris, en prolongation, il faut le dire, parce que vous y êtes depuis très longtemps au Point Virgule. Avec ce spectacle, j'y suis depuis septembre. Mais la première fois que j'ai joué au Point Virgule, mon spectacle, c'était en 2022. Mais c'est un spectacle qui n'est plus celui que je joue maintenant. C'était une date exceptionnelle, grâce à Antoinette Collin, que je salue d'ailleurs. Il y a un gage de confiance. Oui, complètement. Le Point Virgule m'a énormément aidé. Toute la direction, toutes les équipes, ils m'ont fait confiance. Quand on commence, on ne sait pas trop où aller. Et Antoinette Collin m'a rapidement dit, viens jouer au Point Virgule. Voilà, ils m'ont vraiment aidé. C'est vraiment des gens. C'est rare dans ce milieu en général, les gens qui vous tendent la main. Ouais. Vous êtes aussi en tournée avec quelques dates. C'est un spectacle dans lequel, vous le disiez, vous vous racontez au travers de votre parcours personnel. Il y a votre famille, vos amours, c'est assez rigolo, votre éducation, votre vie à l'étranger, et vous exposez votre regard sur une société dont vous ne comprenez pas toujours l'évolution. C'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure avec ce regard affûté, regard de plus vieux, regard de quarantenaire. Oui. Non, mais vous avez des très jolies valeurs et vous le dites sur scène. Qu'est-ce qui, je dirais pas le mot insurge, mais qu'est-ce qui vous étonne aujourd'hui comparativement aux valeurs que vous avez d'origine? Ce qui m'étonne, je dirais, c'est la loi du plus fort. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup là-dedans, alors que ce soit d'un point de vue politique, quand on voit, je sais pas, des personnalités comme Poutine, Trump ou autres. Je parlerai même pas du droit international, mais juste ce côté, moi, j'ai des biscottos et je vais vous les montrer. Et même dans la vie en général, je trouve qu'on est moins attentif à son prochain, qu'on prend moins le temps de faire les choses, que tout le monde va très vite. Pareil, tout le monde est crevé d'ailleurs, et tout le monde est en burn-out tout le temps. On prend moins le temps de se parler, de s'aimer. C'est toujours, même sur les réseaux, lui, il a plus d'abonnés, donc il est meilleur, donc machin. C'est toujours le culte de la performance plutôt que de prendre le temps de s'écouter, de s'aimer, etc. Ça fait un peu bisounours, mais moi, c'est ce que je ressens. Voilà. J'aimerais bien que les gens, qu'on s'apaise un peu plus. Vous évoquez aussi un autre sujet, on parle des non-binaires, d'exclusivité, et vous ne comprenez pas trop aujourd'hui le marché du célibat. Ouais, disons que c'est un peu ce que je dis, c'est que moi j'ai 29 ans, donc je me considère toujours comme jeune, mais j'ai l'impression qu'en l'espace de quelques années, ça a complètement changé. Les notions de couple libre, de polyamour se sont complètement démocratisées, et c'est censé être un truc un peu de jeune. Moi, je suis censé être jeune, sauf que j'ai pas trop grandi avec ces trucs-là. Du coup, quand tu arrives sur le marché de du célibat ou de la séduction, voilà, c'est tout. Mais toi, tu veux t'engager, toi, tu veux être en couple, le polyamour, t'en dis quoi? On a la tête. Non, je veux juste une relation tranquille, sereine. Même ça, maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu un peu compliqué. On parle même plus forcément de mariage. Le moindre pas un petit peu engageant. Non, je sais pas trop, je veux pas, machin. Donc oui, c'est vrai que on s'y retrouve pas vraiment. Mais même moi, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de tentations entre les applications de rencontres, les réseaux sociaux. À chaque fois, on se dit, je peux avoir mieux, là, moyen. À la fin, on est tous seuls, en fait. Ouais. On est seuls. C'est une réalité. Et du coup, on va avoir des spectacles d'humour c'est ce que vous dites d'ailleurs sur scène le lundi. La vie, c'est compliqué. Vous vous ennuyez, donc venez me voir. C'est très drôle, on s'amuse beaucoup. Vous avez une aisance incroyable sur scène, Vincent Serre aussi. C'est très sincère en tout cas. On sent vraiment que c'est dans le sang. Vous enchaînez les punchlines, toujours bien sentis, avec beaucoup d'intelligence. Comment vous, d'ailleurs, les avis sont très dithyrambiques sur vous, il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux. Comment vous qualifiez votre style? Mon style, écoutez, je dirais assez cynique.
J'essaie d'être percutant, tranchant, un peu trash. Et en même temps, je dirais une forme de sincérité. C'est-à-dire que j'essaie de me raconter tel que je suis, sans mentir, sans que les gens ressortent avec quelque chose de vrai. J'essaie d'être vrai sur scène. Tel que vous êtes, on va en parler dans un instant. J'ai une question là-dessus. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la police israélienne a décidé de ne pas inculper le chauffeur de bus impliqué dans la mort de Youssef Essental, 14 ans, pour meurtre. Il sera désormais poursuivi uniquement pour homicide involontaire. L'incident s'est produit hier soir pendant une manifestation violente contre la conscription organisée par la communauté ultra-orthodoxe. Les manifestants avaient bloqué des routes, incendié des poubelles et encerclé des véhicules. Le chauffeur a accéléré brusquement, entraînant la mort de l'adolescent. Les Nations Unies accusent Israël de renforcer une politique de discrimination et de ségrégation envers les Palestiniens en Judée-Samarie, évoquant, je cite, un système d'apartheid. Les hauts commissaires aux droits de l'homme dénoncent des restrictions de circulation, accès inégal aux ressources et procédures administratives et sécuritaires strictes. Ces mesures créeraient, selon lui, une forme sévère de discrimination. Israël rejette ces accusations, affirmant que ces mesures sont motivées par la sécurité du pays. L'armée israélienne affirme avoir mené une frappe il y a peu contre un membre du Hezbollah au sud du Liban. Selon Tsahal, cette frappe répond aux violations continues des accords de cessez-le-feu par le groupe terroriste. L'armée ne fournit pas immédiatement de détails sur les violations présumées ni sur l'issue de la frappe. Le chef d'état-major de l'armée iranienne, le général Amir Hatami, avertit que l'Iran riposterait si les menaces contre le pays se poursuivaient. Cette réaction fait suite au soutien public affiché par les États-Unis et Israël aux manifestations antigouvernementales en Iran. Le général iranien affirme que son pays ne restera pas les bras croisés face aux pressions extérieures. Plusieurs milliers de soldats français pourraient être déployés pour maintenir la paix en Ukraine après un cessez-le-feu. C'est ce qu'a déclaré hier soir Emmanuel Macron. Hier à Paris, la coalition des volontaires a signé une déclaration d'intention. Elle prévoit l'envoi de forces multinationales en Ukraine en cas de cessez-le-feu. L'objectif, dissuader le président Vladimir Poutine de relancer de nouvelles attaques a posteriori. Enfin, 11 ans après l'attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo qui avait fait 12 morts, un hommage officiel a été rendu devant les anciens locaux de l'hebdomadaire. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec Vincent Serroussi sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Vincent Serroussi pour son spectacle Bien élevé tous les lundis. C'est à 19h au Théâtre du Rond-Point à Paris, mais aussi du Point Virgule. C'est vrai que ça se ressemble du Rond-Point. Oui, c'est vrai. Du Point Virgule à Paris et en tournée. Forcément, on parlait de qui je suis parce que c'est ce que vous avez dit il y a une seconde. Sur scène, vous parlez de beaucoup de sujets, vous parlez de la beauté, vous parlez des injections avec une jeune femme qui, il faut le dire, est une lumière et qui parle de qui vous êtes. Vous évoquez votre rapport à la religion juive et vous le dites clairement, je suis juif. C'est tout à fait assumé. Et je voulais savoir d'une part si vous avez eu un souci avec ça ou si absolument pas, parce qu'on se pose la question quand on vous regarde sur scène, on se dit est-ce que quelqu'un va venir nous dire quelque chose après ou pas ? Je joue avec un gilet pare-balles quand même. Mais, j'ai déjà eu... j'ai choisi de l'assumer parce que je me suis dit il faut arrêter de se cacher, au bout d'un moment tu l'es, donc tu vas pas t'inventer une vie. J'ai déjà eu 2-3 petits incidents. Une fois je jouais sur scène et je parle du fait que je suis juif et d'un coup je sens une espèce de gros truc qui m'arrive à la cheville. Quelqu'un m'avait jeté quelque chose depuis le public et je vois une grosse pièce de 50 centimes en chocolat.
Et je vois la pièce, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et une femme qui m'avait jeté ça, elle me dit t'es juif, tu peux le ramasser, non, c'est de l'argent, tu dois aimer ça. Et c'est vrai que c'était un petit peu gênant. Bon, j'ai commencé à la clasher un peu, donc le public s'est marré. Mais en soi, je suis sorti de scène, j'étais assez bouleversé quand même. Je me suis dit putain, c'est fou quoi. On dit qu'on est juif, on se prend. Alors après, ça n'arrive pas qu'aux juifs. Hein. Je pense noirs, musulmans, ça doit être un peu. Enfin, ça peut être un peu la même chose pour différentes communautés. Mais ouais, je me suis déjà pris. Ils sont tous riches, comme ça. Je le raconte aussi ça sur scène. C'est ça. Mais ça va, globalement ça va. Je me plains pas. Vous l'évoquez et vous évoquez une question identitaire. Vous vous posez une question. Qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui en 2026 notamment? Quelle est votre définition trouvée à vous, Vincent Serroussi? Moi, la mienne, c'est comme je suis pas très pratiquant, c'est plus moi, mon judaïsme, il est dans la transmission. C'est vraiment le mot transmission de certaines valeurs familiales, un petit peu religieuses, valeurs de tolérance et aussi valeurs, je pense, justement, de ce dont je parlais au début, de patriotisme, parce que je pense que c'est vraiment inhérent au peuple juif qui s'est assimilé quand même pas mal à la culture des pays dans lesquels ils sont allés. Donc c'est cet ensemble-là de valeurs. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de religieux, c'est plus quelque chose de culturel, un état d'esprit, une manière de voir le monde. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis mon judaïsme. Et peut-être des coutumes aussi, on va en parler dans un instant, puisque c'est la passerelle, Vincent Serroussi. Dans quelques jours, vous arrêtez de jouer Le Poulet aux Olives de Judith Elmaleh et Nicolas Nebo, Palais des Glaces, notamment aux côtés de Gladys Cohen, qu'on embrasse, Mouna Fetou et Jean-Marc Couder. C'est une pièce sur le vivre ensemble, mais aussi sur la famille. Est-ce que d'une part, vous avez aimé jouer dans cette pièce, dans le rôle notamment de Samuel, qui peut-être ou pas vous ressemble? Oui, j'ai adoré jouer dans cette pièce, déjà parce que Gladys Cohen, moi j'ai grandi avec La Vérité si je mens, avec Coco aussi de Gad Elmaleh. Donc je me souviens quand j'avais passé les auditions, une première lecture qu'on avait fait avec elle, c'est Gladys Cohen, c'est la mère de Serge Benamou. Donc j'étais un petit peu décontenancé et on a passé de très très bons moments sur scène. Elle était adorable, elle m'a soutenu, elle m'a aidé et j'ai adoré jouer dans cette pièce. Et Samuel, j'espère qu'il me ressemble pas quand même, parce que c'est quelqu'un qui est plus ou moins magouilleur, qui trompe sa femme, qui a des problèmes d'argent, qui est pas très honnête. Donc j'essaie de me construire à l'opposé de ces valeurs-là. Il est quand même aussi très touchant, je me permets, très attaché à sa maman, peut-être comme vous à votre papa aujourd'hui. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des points communs. Il y a des petites similitudes, c'est ce que je me suis demandé. Il y a aussi des moments extrêmement touchants. Dans cette pièce, on a la sensation que vous êtes un peu marié à la maman, puisque vous l'accusez de vous tromper. C'est pour moi le clou du spectacle, si je puis me permettre. Vous lui faites la réplique de l'homme trahi qui a pris sa femme la main dans le sac. Ce à quoi elle vous répond dans le rôle de Yolande, donc, mais je ne suis pas ta femme. Et vous lui répondez, c'est encore pire, je ne peux pas te quitter. C'est vraiment, pour moi, un des clous du spectacle. Et puis, je ne dirai pas la suite, évidemment, mais c'est pour donner envie à nos auditeurs de venir vous voir encore jusqu'au 11. On va quand même écouter une petite bande-annonce pour se faire plaisir. Ce soir, j'ai fait ton plat préféré. Poulet aux olives. Poulet aux olives. Allez. Oh, c'est toi la meilleure. Ouais, mais dis-le à ta femme. Yolande, quelqu'un est mort. Au pire, j'arrive pas à respirer. Mais tu es en train de respirer. Primolux Prestige a le regret par la présente de vous signifier votre congé. C'est une formule juridique pour nous virer. Parce que je sais pas ce que ça veut dire congé, moi. Samuel, il faut absolument que tu t'en ailles tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'alarme incendie. La parole, vous êtes la plus schmack. C'est pas du tout évident pour lui depuis la mort de son père. Peux-tu devenir mon fils? Quoi? Je voudrais t'adopter. Je suis devenue épicurienne. Et tu n'es plus marocaine. J'ai écrit un poème pour Yolande. Ah oui. Et je voudrais l'agrémenter de quelques mots de votre jolie langue tellement fleurie. Comment dit-on messieurs? D'abord, c'était rien, c'était juste une petite aventure. Voilà, Le Poulet aux Olives au Palais des Glaces. Quel est le message de cette pièce pour vous, personnellement, Vincent Serroussi? Le message de cette pièce, c'est quand même le message qu'on retient un peu tous, qui est que dans ces temps un peu troubles de division internationale, on est quand même capable... On se rend compte qu'on a quand même beaucoup plus de points communs que de différences, fondamentalement, et notamment entre chaque communauté, les juifs, les musulmans, les chrétiens, on est capable de se rassembler, quoi, voilà, tout simplement. Très joli. Évidemment, il y a des habitudes en famille qu'on voit dans cette pièce où les repas sont un petit peu sacrés. On a compris que c'était pour vous le cas aussi. Est-ce qu'il y a un plat qui vous a marqué dans votre enfance principalement? Il y a un plat, je ne sais pas si les gens vont le connaître, ça s'appelle les belachats. C'est des boulettes de poisson que faisait ma grand-mère d'Alexandrie avec du riz blanc. Wow. Et j'adore ça.
Et je ne sais pas si les gens connaissent, mais moi j'ai grandi avec ça. Alors moi pas du tout, mais pour le coup je trouve ça génial. J'aimerais beaucoup trouver un restaurant qui pourrait peut-être nous faire découvrir ce plat-là. C'est hyper bon. Et peut-être que ça va rappeler des jolis souvenirs à nos auditeurs qui connaissent. Est-ce que vous estimez que la cuisine est le seul endroit où il n'y a pas de frontières? Et à contrario ou pas, est-ce que c'est aussi le cas pour la scène où les gens se rencontrent, que ce soit dans le public, mais aussi quand vous êtes humoriste, il y a un enchaînement, notamment au Paname, où il y a des échanges qui se passent, où tout le monde dit un peu tout ce qu'il veut, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il vit. Absolument, mais c'est ce que j'allais vous dire. Il y a sans doute pas beaucoup de frontières en cuisine, mais dans l'humour, il y en a pas. Il y en a pas, mais je l'ai moi-même constaté quand je vais aux États-Unis, quand je vais jouer à New York. Ça m'arrive même souvent de traduire mes vannes du français à l'anglais. Alors je les adapte un peu, mais globalement c'est les mêmes. Et les gens globalement rigolent quand même, parce que quand on parle de sujets, je sais pas, liés à l'argent, à l'amour, à la religion. Peu importe notre nationalité, même s'il y a des petites différences, globalement, on se retrouve sur beaucoup de choses. Et moi, c'est ça que j'adore dans l'humour, c'est qu'il y a beaucoup même d'humoristes américains qui font des tournées internationales. En Europe, alors aux États-Unis, en Europe, en Asie, parce qu'ils savent très bien que l'humour n'a pas de frontières. Moi, j'en suis convaincu. Votre spectacle Poulet aux olives, votre pièce comédie enlevée et légère pour nos auditeurs qui fait du bien, avec, je le rappelle, des jeux de mots où l'on prend parfois un mot pour un autre, ce qui fait un peu aussi le sel de cette comédie comique et émouvante. Ça parle fort, ça crie aussi, parce que c'est comme ça qu'on se parle chez nous. On exagère, surtout quand il s'agit de sauter par la fenêtre. On peut se chamailler, se disputer, mais on reste toujours ensemble. Vous avez démarré le 18 septembre, ça s'arrête le 11 janvier. Est-ce qu'une tournée est prévue et peut-être envisager le Maroc? Je sais pas. Je pense qu'une tournée est prévue. Moi, je n'en ferai pas partie, mais je crois qu'une tournée est prévue absolument. Une tournée et notamment prévue. au Maroc. Ouais. Et peut-être un film? Et peut-être un film. Après, je ne peux pas m'avancer plus que ça, mais j'espère en tout cas que tous ces beaux projets se feront. Merci beaucoup Vincent Serroussi. Tout de suite, on vous parle musique sur Radio J. Bonjour Fabien Martin, et on vous souhaite la bonne année évidemment. Et bonjour Cyrielle, ravi de vous retrouver. Oui, bonjour Vincent, ravi de vous rencontrer. Fabien. Tout à fait, bonne année. Plus que 21 jours avant la fin du Dry January. On tient bon. Vincent, j'ai vu dans un de vos sketchs que vous aviez des potes qui vous appelaient parfois le mardi à 10h pour faire un tennis, plutôt que d'aller bosser. Bravo, vive la France. Ceux qui sont en télétravail. Ouais. Voilà. Entre autres, au regard de la météo actuelle, je vais plutôt vous proposer de rester bien au chaud et écouter de la musique. Parce que la neige, c'est aussi du son, comme du velours sous nos pieds. J'aime bien quand ça crisse un peu, et puis ça fait des villes douces, comme du coton. Alors laissez-moi vous glisser au creux de l'oreille quelques douceurs acoustiques à la française avec deux artistes que j'aime beaucoup à la ville comme à la scène. J'ai nommé Mathieu Bogertz et François Puyalto. J'ai raté des choses en train, des trucs en cours, des machins. Si François Puyalto est un animal, ce serait un caméléon. Mais un caméléon à l'envers, pas du genre à changer de couleur ou de motif selon l'endroit où il se pose, non. Ce serait plutôt le décor qui se transformerait autour de lui. Bassiste pour Émilie Loiseau, Sanseverino, Jeanne Rochette et tant d'autres, il marque tout ce qu'il touche d'une empreinte singulière et plus rien n'est pareil en sa présence. Aujourd'hui, il sort Mal Revers, son 3e album en tant que chanteur, auteur et compositeur. Si tu veux, on ira où tu veux. Si tu veux, on ira où tu veux. François Puyalto, c'est l'art de rendre riche la simplicité et simple la richesse. Dans ses textes, sa musique, dans ses instrumentations où se croisent les guitares, les banjos, cuivre, flûte, cordes. Ah oui, on ne se refuse rien, même quand on est un indépendant. Parce que oui, monsieur est aussi un artisan amoureux du détail et du travail bien fait. On l'imagine ciseler ses textes avec précision, comme on répare une chaise en osier ou arranger une partie de saxophone, comme on polirait un vieux buffet en hêtre. Ça va, tout ça. On est dans le boisé avec François Puyalto, dans le bricolo de luxe, une sorte de gépetto musical dont les chansons finiraient par lui échapper. Écoutez son album, c'est entrer en refuge. Vous êtes perdu dans les montagnes ardéchoises, vous avez faim, vous avez froid. Et puis vous apercevez une petite cabane avec de la lumière là-bas au loin, une cheminée qui fume, vous toquez à la porte. Il y a un type un peu ours mais très gentil avec une barbe et des lunettes qui vous ouvrent. Il vous accueille avec une guitare et un petit bol de soupe en vous chantant ses chansons. J'irais bien fumer une goldo au sommet de l'Everest. Paraît que là-haut, c'est super beau. Nouvel album intitulé Mal Revers, disponible en CD sur le label Le Furieux et sur toutes les plateformes de streaming, et en concert ce vendredi 9 janvier à la Manufacture, Chanson à Paris, et le 6 février au Pic à Évry. Après le refuge montagnard de Puyalto, direction la claire et élégante de Mathieu Bogertz.
Mathieu Bogers ne chante pas fort, mais ce qu'il dit est toujours beau et juste, l'inverse de beaucoup de gens en somme. Mais avant de parler de son nouvel album, petit flashback. Son premier titre, Ondulé, à 30 ans, ça me fait mal de dire ça, sorti en 95. Vincent, je pense que vous n'étiez pas né, j'en suis même sûr. Cyrielle, j'ai un doute. Ah, j'étais bien née. J'ai pensé que non. Bon, enregistré selon la légende dans la cave de rien de ses parents à Nogent-sur-Marne. Bon, ça c'est du storytelling. Aujourd'hui, Mathieu revient avec son 8e album intitulé Grand Piano, un bel oxymore pour dire grand et petit à la fois intime et ambitieux. Premier extrait, Ma jeunesse. Je sais pas quoi faire, non vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire de ces temps-là? Vous savez que le plus important pour un artiste, à part être aimé bien sûr et puis gagner de l'argent, c'est d'avoir une identité forte, reconnaissable entre mille. Mais voilà, cela ne se décrète pas. Je pense à cette phrase de Jean Cocteau qui disait « Être original, c'est essayer de faire comme tout le monde, mais sans y parvenir ». Mathieu, qui n'aime pas faire comme tout le monde, donc peut se rassurer tout de suite. Il suffit généralement de 3 notes, 2 accords pour qu'on se dise « Ah oui, mais ça c'est du Mathieu Bogers ». Bonjour, ça va? Comment, chez toi, l'amour, tout ça encore. Alors, est-ce que c'est son meilleur album? Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais ils le disent tous. D'ailleurs, ça ne se dit pas de ses enfants. On n'imagine pas des parents qui viendraient d'avoir leur 3e enfant déclarer « Franchement, c'est le meilleur qu'on ait fait ». En revanche, moi, je peux vous dire que c'est le plus classe. Mathieu, qui ne mettait que des t-shirts, là, il a sorti la chemise. Je sais pas, je me dis que c'est sans doute un signe. Et surtout, rien ne lui échappe. Le temps qui passe, les rendez-vous manqués, les maisons bancales et pas si solides qu'on l'espérait. Alors, il en fait pas toute une histoire, non, mais il fait des chansons en attendant de repasser un peu d'ennui pour cacher les craquelures sur les murs. Tout ce que l'on a fait depuis que l'on se connaît, je pensais que c'était bien. Mathieu Bogers sur scène, c'est toujours quelque chose et son dernier concert, c'est de la haute couture. Il y est d'une précision redoutable avec des musiciens en cordeau. Il est en tournée dans toute la France. Alors s'il passe près de chez vous, qu'il vente ou qu'il neige, ne le ratez pas. Voilà 30 ans que Mathieu fait ce métier avec sincérité, inventivité. Il y aura toujours du monde pour le suivre sur la route. Bien sûr, pas assez pour remplir des zéniths, mais l'important, c'est pas de remplir des stades, c'est de remplir le cœur des gens. Et ça, il le fait admirablement. Quelque chose qui est fragile, quelque chose qui est pas normal. Tout ce que l'on a bâti avec nos petites mains ici, je pensais que c'était sûr. Merci beaucoup Fabien Martin. Merci, à la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Ivan Sand. Le billet du jour. Bonjour Ivan Sand, en roue libre. Ça marche. J'ai rien checké, je vous fais confiance. Alors là, à l'œil nu, vous faites ce que vous voulez. C'est peut-être ma dernière chronique. J'ai compris le message, Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Vincent Serroussi. Bonne année. Alors, vous êtes tous les lundis au point virgule à 19h à l'affiche d'un spectacle hilarant qui s'appelle Bien élevé. Merci. Ça m'a interpellé ce titre. Moi, je suis à un âge où je me demande déjà si mes enfants sont bien élevés. Et j'ai quelques indices. Je vous livre une conversation récente que j'ai eue avec ma fille de 7 ans et vous me direz ce que vous en pensez. On était installés au calme, dans le salon, rare moment calme avec mes enfants, et je vois qu'elle se met à scruter la pièce intensément. Vraiment, elle regarde chaque objet et elle réfléchit profondément. Je promets que tout est vrai, j'ai rien inventé, c'est très récent. Et là, après avoir bien regardé la pièce, elle se tourne vers moi et elle me demande « Papa, quand vous serez mort, ce sera à nous tout ça. » Je jure que c'est vrai. Je n'ai rien inventé. Et moi, comme un con, j'étais genre oui. Et là, elle m'a regardé genre fair enough. Bon deal. Alors j'ai dit chérie, le jour où ça arrive, fais un peu semblant d'être triste quand même. Je crois qu'on va t'inscrire à des cours de théâtre l'année prochaine. C'est terrible. Voilà, donc sur ces notes très joyeuses, je profite de cette chronique pour souhaiter une bonne année à toute l'équipe, à notre invité, à nos auditeurs. C'est un peu le moment des bonnes résolutions. Je sais pas, vous en avez prises tous ?
Oui. Non. Non. Oui. Vous êtes déjà parfait. Bah, oui, Cyrielle. Oui. Tu veux partager? Non. Non, c'est ok, c'est privé. Moi, d'habitude, je tente un petit dry January. On en a parlé dans l'autre chronique. En général, je suis hyper bon sur le dry du 1st of January. Parce que je suis en gueule de bois, assez facile. Pas mal. Et puis le 2 janvier, il se passe toujours un truc du style je comprends que ma fille attend ma mort pour récupérer la télé du salon. Là, je me sers un petit verre. Voilà. Donc cette année, pas de dry January. Non, cette année, autre résolution, moi, c'est d'en faire un peu plus pour le climat, pour essayer de sauver notre planète. Après, je me fais aucune illusion. Je sais que la planète va brûler, c'est foutu. Ma seule ambition, j'ai pas envie qu'on dise que j'étais le pire mec de ma génération. Voilà, je me compare aux autres. Donc, pendant les vacances, j'ai commencé par calculer mon empreinte carbone. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. C'est hyper long. J'ai fait le vrai test. Après avoir répondu aux 860 questions de ce test officiel, t'es là genre, bon, maintenant je connais mon empreinte carbone. Après, juste en consommation d'électricité, j'ai tué 3 pandas pour connaître cette empreinte carbone, mais c'est super. Il y a des questions un peu surprenantes. Vrai test, vraie question, j'invente rien. Comme question, j'ai eu combien de fois par semaine vous allez au resto? Wow. J'ai eu combien vous dépensez pour vos fringues? Et il y avait même, je vous jure, combien de jours avez-vous passé sur un bateau de croisière? Wow. Fin du test, je me suis dit, je crois qu'on aurait pu gagner un peu de temps et poser une seule question finalement. Est-ce que vous êtes riche? Ou est-ce que vous êtes pauvre, hein? Franchement, si vous êtes riche, vous êtes en train de détruire la planète. Si vous êtes pauvre, probablement que vous aimeriez bien, vous aussi, détruire la planète. Mais vous n'en avez pas les moyens. Accrochez-vous, ça viendra. Non, il y avait une autre question moi, qui m'a fait sourire, c'était sur les 12 derniers mois, combien de fois avez-vous pris l'avion? Moi, je suis tranquille, je sais que je suis à 0. J'avoue, ça n'a aucun rapport avec la planète. C'est juste, avec ma meuf, depuis qu'on a des gosses, on a compris un truc. Ça sert à rien d'aller à l'autre bout du monde pour s'engueuler en famille. Ça, nous, on sait très bien le faire en local, en circuit court, un petit producteur de camping dans l'Oise. Ça fait le taf. Bon, ce test, je l'ai fait, j'étais avec pas mal de potes. Et quand je mets 0 sur les avions, il y a un pote qui m'a dit « Mais du coup, t'as pas compté l'enterrement de vie de garçon de Greg cette année ?» Bon, déjà, il m'a saoulé parce que le test, il est personnel. Ils le disent au début sur le site du ministère. Ouais. Et puis, je trouve que pour les EVG, il y a un peu débat. La règle d'un EVG, la règle de base, c'est quand même tout ce qui se passe à l'EVG reste à l'EVG. Merci Cyrielle. Donc moi j'ai considéré que le carbone, il était resté dans la boîte à Mykonos avec tout le reste de ce week-end à oublier. Voilà. En bref, donc pas facile ce début d'année 2026. Donc si vous êtes comme moi, que l'éducation de vos enfants c'est pas trop ça, que vous êtes angoissé par le réchauffement climatique, mais que vous êtes incapable de faire quelque chose, que vous tenez à peine 24 heures votre dry January, foncez voir le spectacle de Vincent Serroussi. Ça fait vachement de bien. Belle transition. Voilà, de voir un mec à la fois drôle et bien élevé. Wow. Merci de m'avoir écouté. On vous garde, Ivan Sand, hein. Je tiens à rassurer tout de suite nos auditeurs. Merci 1000 fois pour cette chronique. On se dit, comme toujours, à la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Bonjour, chère Véronique Zana. Bonjour Cyrielle, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour à tous. Et là, je chausse mes baskets de course pour essayer de vous rattraper parce que franchement, ça speed bien avec vous. Et alors, je me disais, tiens, à la fois, on a l'impression d'en savoir beaucoup, mais pas tant que ça. Donc, je dirais touchant et énigmatique. Wow. Alors, on a pas mal de choses à aller peut-être un tout petit peu inspecter. Et ce que j'aimerais que vous gardiez sur un petit côté de votre oreille pour le reprendre à la conclusion, c'est ce côté rêveur, un peu lunaire, qui semble là avoir mais complètement disparu parce que on speed, on teste de la scène, du théâtre, du stand-up. Au passage, nous valorisons des valeurs dont vous dites en fait, moi je suis un grand-père et revoilà le grand, le performatif malgré tout qui est quand même là. Alors on ne vous arrête pas et cette loyauté, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Maintenant, allez, j'y vais et à moi d'essayer de savoir qui je suis, parce que c'est un petit peu ça que moi j'entends dans tout ce que vous dites. Absolument. Il y a de la sincérité, c'est vrai, mais au fond, qui suis-je? Alors, à chaque instant, j'avance un peu et je n'arrêterai pas. Alors, vous avez écrit pendant le confinement.
voilà un endroit peut-être pour y retourner et rechoper ce petit rêveur lunaire qui, à mon avis, ne demanderait pas mieux que de revenir. Mais attends, pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai encore d'autres choses à faire. Alors, l'image, être regardé, être aimé, ça vous anime. Et alors, qu'est-ce que j'ai aimé, ce côté poil à gratter de notre cher... allez, ça y est, Gladys, Oui, qui Gladys elle aussi, Cohen. à mon avis, a bien dû sentir que ce garçon-là, il en a à donner. Alors arrête de faire semblant d'être beau, tu es beau, mais tu as encore tellement de choses encore à nous amener. Donc, vous vous frottez à tout, on vient vous égratigner un peu, vous dites je suis cynique, et alors depuis tout à l'heure je me dis tiens mais il me rappelle quelqu'un, peut-être Jérémy Ferrari, quelque chose dans la Jérémy carrure, la voix, le j'y vais, Wow. je fonce dedans. C'est un compliment. Ouais, pas mal. Ça vous met encore un peu de pression, et donc revoilà la performance. On a aussi encore ce côté du plus fort qui est assez compliqué finalement en tant qu'homme à échapper. D'ailleurs là je voulais dire qu'il y avait une solidarité entre les hommes sur ce plateau aujourd'hui, Bien sûr. qui était vraiment magnifique parce que c'est un tissage qu'on n'a pas toujours. Et ça, j'aime énormément. Alors, le marché du célibat, le marché de la séduction, allez, laissez tomber le marché, laissez tomber cette partie-là. D'accord. Allons-y, vivons, observez, mettons pas du bankable partout. C'est quand même un petit peu fatigant. Enfin. Je dis ça. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J? Alors, scratch, parce qu'il y en a à mon avis encore plus que ce que vous avez dit. Sans doute. Alors ce que je pourrais quand même dire, c'est que la meilleure façon d'en savoir plus sur soi, c'est de se frotter au regard de l'autre. Et ça, vous le faites bien, aussi bien dans la curiosité que dans la manière de l'interpréter. C'est tester plein de disciplines. Et à mon avis, là, vous n'êtes qu'au tout début d'encore plein de choses à faire. D'ailleurs, avec cette voix-là, est-ce que vous n'iriez pas chanter un petit peu? Oh, wow. Très cher monsieur. Oh, you know, I mean, you know it. Écoutez, allons-y. Alors, votre spectacle s'appelle Bien élevé. Eh bien, moi, je me disais qu'on pouvait entendre quelque chose qui tire vers le haut. Et puis, aujourd'hui, celle qui est votre étoile et qui est partie ailleurs doit être, à mon sens, extrêmement fière de ce que vous faites. Et elle est sûrement présente dans chacun de vos actes parce que même quand papa essaye d'être papa, on vient le dire, papa c'est maman. Mais elle est bien tout le temps là, cette femme sûrement extraordinaire. Alors porter la voix et faire rire, c'est aussi une façon de promener sa question pour faire lien. Et c'est ce que vous faites aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste sur votre quant à soi, vous êtes en lien avec beaucoup de monde, même si vous dites que vous êtes très seul et que finalement vous allez vous régénérer dans la famille. Vous êtes en lien avec énormément de personnes et de ce public avec qui vous vous interagissez. Vous faites preuve de ténacité, et la ténacité, on en a aussi parlé hier, et d'une rage de vivre votre désir qui est vraiment très vitalisante. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter ? Et peut-être de laisser un peu de place à ce petit rêveur lunaire qui pourrait ramener un petit peu de douceur sur une immense énergie. Merci, merci beaucoup. Véronique Zana, qui est notre psychanalyste, je ne Vous l'ai êtes pas dit. Incroyable. Que l'on retrouve tous les mardis et mercredis sur Radio J. C'était fidèle à vous. Oui, c'était fidèle, c'est sûr. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Vincent Serroussi. Vous êtes venu nous voir pour votre spectacle Bien élevé tous les lundis à 19h au Théâtre du Point Virgule. Absolument. À Paris et en tournée. Pour la chanson, on va vous présenter Fabien Martin. On est assez bien placé au niveau de la production avec un artiste aussi. Let's go, boy. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ethan Anoukayev, on se donne rendez-vous demain dès 15h avec Gwendoline Amon pour La Jalousie avec Michel Faux notamment jusqu'au 7 mars au Théâtre La Michaudière. Dans un instant, c'est le Club Imo présenté par Marc Ezrati et ce sera évidemment suivi du journal sur Radio J. À demain. À Los Angeles, à Boston, Manosque, à Bamako, Ankara, ou sur les hauts plateaux des Vosges, des Ardennes ou du Jura. À Manille, à Bangkok ou à Lisieux, à Dax, à Marrakech.